N'écoute pas ceux qui te disent avec un sifflement d'admiration: Pierre Castaneda, quel génial stratège! En vérité, il a fait un raisonnement fort simple. Patron de la Cogémine, il savait bien ce que signifiait l'exploitation des mines d'or, de Ndunga et du marbre de Masséla. Les fils du pays travaillaient là-dedans comme des esclaves. On les obligeait à extraire les richesses de leur sous-sol au prix de 1000 souffrances. C'étaient ensuite chargés dans les bateaux et cela ne les regardait plus. Quand on y pense, c'est hallucinant et même un peu comique, cette façon de venir de l'autre bout du monde pour s'approprier les richesses d'autrui. Pierre a compris qu'il faudrait un jour ou l'autre assouplir le système. Cela signifiait préparer la relève. Ça a été avec moi. Il n'y a là rien d'extraordinaire. J'ai presque envie de dire que nous, les politiques, notre unique vérité est dans notre survie. Tu le sais aussi, on me présente partout comme le valet de Castaneda. Il t'est arrivé toi-même de me cracher cette accusation à la face. Méfie-toi de ces évidences, elles conduisent tout droit à de graves erreurs. Je n'ai pas été de la pâte molle entre ses mains. Ceux qui disent cela ne savent rien des regards que nous avons échangés jadis. Pierre et moi, assis devant nos bières au lézard bleu. Nous étions de vrais amis, juste comme deux humains peuvent l'être. Je te raconterai, si la mort m'en laisse le temps, toutes les petites choses qui me font dire cela. Est-il utile d'y revenir? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais d'un autre côté, avec la vie que j'ai eue, le moindre événement n'a de sens que par rapport à des milliers d'autres, en apparence très éloignés de lui. En somme, tu ne pourras peut-être comprendre cette confession que si elle ne laisse rien dans l'ombre. Le moment venu, j'aviserai. Je saurai quoi te dire et quels mots laisser crever, comme de dérisoires petites bulles d'air au fond de mes entrailles. Nzonikiema appuya du doigt sur les mangues et les bananes disposées sur une barquette en bois rouge. Elles étaient molles, noircies par certains côtés et dégageaient une odeur douceâtre. L'une d'elles suppurait comme une plaie ouverte, ne sachant où les jeter. Il les mit dans un sachet, referma soigneusement celui-ci et le déposa dans un coin. Il avait surtout peur que les fruits pourris n'attirent les grosses mouches vertes et les fourmis rouges. Ses provisions au sous-sol résistaient mieux que prévu à la chaleur et aux fréquentes pannes d'électricité. Ça, c'était bien. Il n'avait presque rien mangé depuis 2 jours et commençait à faiblir. Peu habitué à préparer lui-même ses repas, il n'arrivait pas à s'alimenter normalement. Sans doute aussi tous ces produits en conserve, thon, pilchard, pâté de campagne, etc., lui coupaient-ils l'appétit. Il aurait pu s'ouvrir une bouteille de vin et croquer quelques biscuits secs, ne fût-ce que pour pouvoir tenir sur ses jambes. Le fait est qu'il n'en avait nulle envie. Je ne sais si Nzonikiema avait décidé de se laisser mourir de faim. Il n'aurait peut-être pas été fâché que cela lui arrive. Je le soupçonne d'avoir un peu joué, non sans perversité, avec l'idée qu'il était un ascète solitaire, gracieux et léger, tournoyant dans l'air comme un cerf-volant, consumé à petit feu par une souffrance vive et discrète. Seul dans la petite maison de Jinkoré, il a pu rêver d'une agonie lente et pleine de noblesse. Il s'assit par terre, le coude appuyé sur un banc revêtu de cuir, les jambes tendues. Il pensa qu'il devrait faire le ménage à la fin de la journée, car la poussière s'était peu à peu amassée sur le tapis. Celui-ci était constitué de 4 ou 5 peaux de mouton cousues ensemble. Il l'avait rapporté à Mumbi l'année précédente de Shingeti. D'ailleurs, où il s'était rendu en visite officielle, il avait réussi à échapper un moment au service de sécurité pour aller lui chercher un petit cadeau.
Il aurait naturellement pu demander à quelqu'un de sa suite de le faire. Il tenait à s'en charger lui-même. Il eut une soudaine envie de dévorer les lieux du regard. Des fauteuils en rotin étaient posés sur le tapis, ainsi que 2 poufs en cuir travaillé achetés au village artisanal de Ouaga. Sur l'un de ceux-ci, trônait une écuelle contenant 3 énormes bœufs d'autruche du Zimbabwe. Ses yeux se posèrent sur les carreaux, gros ou d'un blanc sale, il ne savait plus très bien. Au mur, juste au-dessus du canapé, pendait un minuscule tambour du Burundi, décoré de losanges aux couleurs jaunes et noires, vives à l'origine, mais déjà un peu délavées. Au fond de la pièce, une table en bois de veine dévorait presque tout l'espace. Il aurait pu normalement être utilisé pour recevoir à dîner une dizaine de personnes. Mais la petite maison n'avait jamais ressenti des éclats de rire d'amis heureux de se retrouver ensemble pendant une soirée. La table, à la fois trop lourde et trop longue, n'avait jamais servi à rien. Il avait semblé, à un certain moment à Nikiema, que Mumbi voulait en faire son bureau. Installé tôt le matin devant son Macintosh d'occasion, il n'arrêtait de taper que vers 2 heures de l'après-midi. Nikiema ne sut jamais sur quoi elle travaillait avec cet air de farouche concentration sur le visage. De toute façon, cela ne dura pas longtemps. À présent, le Macintosh était hors d'usage. De l'imprimante débordait de la paperasse jaunie et couverte elle aussi de poussière. Juste en face de lui, au-dessus du divan, qui occupait la place normalement réservée au canapé, un tableau attira son attention. Il avait acheté pour Mumbi, quelques années auparavant, il dut faire un grand effort pour se souvenir Salvador de Bahia. Ces trous de mémoire de plus en plus fréquents lui faisaient peur. Cela signifiait qu'il n'avait plus de repères, que son passé était aussi en train de lui échapper. Il se rassura en se disant que cet oubli était somme toute normal. Au cours de cette tournée, faite au pas de charge, je me suis rendu en 15 jours dans 5 ou 6 pays. Il se rappelait très bien en revanche pourquoi il avait tenu cette année-là à aller en Amérique latine. L'affaire Cavina avait éclaté plusieurs mois auparavant et la guerre était presque déclarée entre Pierre Castaneda et lui. Castaneda s'était retiré à Dunga où se trouvait le siège de la Cogémine. Presque chaque semaine, il créait à coups de centaines de millions une prétendue armée de libération. Il distribuait en outre d'importantes sommes d'argent à des voyous pour le lancement de journaux privés ou d'associations de défense des droits de l'homme. Nikiema ne pouvait pas rester les bras croisés. Il se rendit à Bogota, à Lima et dans d'autres capitales d'Amérique latine pour négocier des contrats de vente d'armes. Partout, il fut reçu sans enthousiasme par des généraux présidents somnolents et bardés de décorations sur leur uniforme aux couleurs agressives. La veille de son retour, il fit une escapade dans un quartier populaire de Salvador de Bahia pour y chercher le cadeau rituel de Mumbi. Une vieille femme penchée à sa fenêtre lui dit quelque chose dans une langue inconnue. Il s'arrêta et secoua la tête pour lui signifier qu'il ne comprenait pas. Elle se mit alors à parler en portugais. Il finit par accepter de la rejoindre. En montant les étroits escaliers, il se demanda s'il n'était pas en train de faire une bêtise. C'était un endroit où on pouvait le détrousser, l'égorger et jeter son corps près d'une de ces grandes mares d'eau sale qu'il avait vues partout. Cela ferait plus de bruit que d'habitude, ce meurtre. Mais ce n'était pas le genre de quartier où on dénonçait les tueurs. Finalement, son cercueil recouvert du drapeau national serait embarqué dans l'avion présidentiel au son d'une musique militaire. Dans son pays, il aurait droit à des funérailles grandioses. La version officielle de son décès, ce serait une attaque cardiaque au cours d'âpres négociations jusqu'à une heure avancée de la nuit, avec ses hôtes. Mort comme il l'avait vécu, le président Nikiema au service de la nation. Cependant, ses ennemis feraient courir le bruit qu'il avait rejoint l'au-delà de manière abjecte, en se faisant titiller, comme tel l'ancien président du Nigeria, les parties intimes, par une dizaine de putes, dans quelques bordels de Salvador de Bahia,
ou de Montevideo. De près, la femme paraissait moins âgée. Malgré quelques rides lui sillonnant le visage, sa peau semblait avoir gardé une certaine fermeté. Elle était pieds nus, et sa chemise blanche était attachée juste au-dessus de la ceinture de son pantalon rouge grenat. Elle avait l'air d'une intellectuelle libre et conquérante, et pas du tout d'une vieille mendiante. Nzo Nikiema fut tout émue, presque bouleversée d'apprendre qu'elle était une artiste peintre. Elle semblait plus soucieuse d'expliquer son travail au premier venu, à vrai dire, elle parlait sans arrêt, que de vendre ses tableaux. Nzo Nikiema hochait la tête pour approuver tout ce qu'elle disait, cherchant à éviter cette sorte d'émerveillement naïf, propre aux non-initiés, qui eût d'emblée mis à nu ses carences. Rien n'y fit. La femme, sans doute habituée à jauger la sensibilité artistique de ses interlocuteurs, sut très vite qu'elle avait affaire à un parfait ignorant. Elle le lui signifia en laissant traîner un sourire ironique dans son regard durant toute la visite de l'atelier. Ma femme est artiste, et commença-t-il. Elle l'interrompit alors qu'il cherchait ses mots. Artiste? Oui, dit Zo Nikiema. Comme vous, elle peint. Il s'attendait à une réaction enthousiaste de sa part. Elle fut au contraire comme prise au dépourvu et se tut. La voyant pour la première fois, il jugeait inutile de chercher à comprendre une réaction aussi inattendue. Je veux acheter un tableau pour elle. Elle lui en proposa un à 250 $. Il s'intitulait La petite fille au papillon. Ce tableau, il l'avait à présent sous les yeux plusieurs années plus tard. Nikiema se mit à l'observer comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Il s'en dégagea une impression de fadeur, due probablement, pensa-t-il, à sa dominante jaune pâle. C'était du moins son humble avis d'ex-chef d'État en fuite et bien peu versé dans les mystérieuses choses de l'art. Au centre du tableau, une fillette vêtue d'une longue robe blanche et debout sur le rebord d'un rocher, juste au-dessus d'un précipice. Elle essaie d'attraper des papillons que l'on voit en train de butiner sur un rosier. Voltant capricieusement autour d'elle, les papillons semblent non la fuir pour de vrai, mais juste s'amuser à esquiver son filet. La petite fille est cependant en équilibre instable. Elle a la jambe gauche qui flotte dangereusement dans le vide. Tout le tableau, lui avait expliqué la femme, est construit sur ce contraste entre la candeur de cet enfant et la cruauté du monde qui l'entoure. Un seul faux pas, et elle va être précipitée dans les profondeurs où l'attend une mort affreuse. Juste au-dessus de cette charmante scène que montre le tableau, un monstre attend, assoiffé de sang. Il veut dévorer cette fillette. Le voyez-vous? Voyez-vous, il est effroyable avec sa gueule ouverte qui semble appeler le sang de l'innocent enfant. Nikiema ne voyait rien de tout, mais n'osait l'avouer. Il se contenta d'un hochement de tête ambigu. La femme sourit avec indulgence. Bien sûr, vous ne pourrez pas le voir, ce monstre. Je l'ai dessiné, mais il n'est pas visible sur cette toile. Je l'ai peint en noir au milieu des ténèbres. Vous comprenez cela? Exactement comme certaines créatures de Dieu nous restent invisibles pour l'éternité, monsieur. Seuls les imbéciles croient que l'œuvre de l'artiste peut se voir tout entière à l'œil nu. Nzo Nikiema nota qu'elle avait dit ces derniers mots d'une voix tendue, vibrante d'une rage mal contenue. Il devina qu'elle s'adressait, par-delà lui, à ses propres ennemis, sans doute d'autres peintres et critiques aux vues réactionnaires. Elle ajouta qu'elle avait dû plonger son pinceau très profond dans l'abîme pour y trouver les bonnes couleurs, et que pour elle, c'était une expérience esthétique tout à fait unique. Ce jour-là, il était aussi arrivé quelque chose de très curieux. Après lui avoir vendu la petite fille au papillon, l'artiste lui avait montré une photo sur le mur, celle d'une jeune femme à l'épaisse chevelure brune, en disant « Elle, c'est Magdalena. » « Qui est-ce » demanda Nzo Nikiema. Il était d'autant plus étonné que la jeune femme sur la photo était complètement nue. Assise par terre, les deux bras autour de sa jambe gauche, surélevés et bien écartés, elle regardait droit devant elle, le visage mat,
et très attirant, les lèvres pulpeuses. Entre ses cuisses, sa toison explosait en une lourde tache sombre. Nikiema ne voyait que cela, et pour lui c'était un spectacle presque insoutenable. C'est ma fille, Magdalena joue dans un café-théâtre là-bas. De plus en plus dérouté, il désigna la photo du doigt. C'est quoi ça? C'est la pièce. Elle est en train de jouer dans la pièce. À cet instant précis, Nzo Nikiema pensait que la femme était un peu dérangée. Mais de quelle pièce parlez-vous, madame? Elle le regarda comme s'il venait de tomber de la lune. Magdalena Robles, sa fille, tenait le rôle principal dans L'homme debout à sa fenêtre. Cette pièce qui faisait courir tout le pays. Elle était à l'affiche depuis 2 ans, et d'ailleurs sa fille, aussi belle qu'ambitieuse, voulait faire autre chose. Tous les producteurs de cinéma se la disputaient. Vous avez sûrement entendu parler d'elle, fit-elle en le fouillant du regard. C'était clair, elle commençait à le trouver suspect. Il prétendait s'intéresser à l'art dans ce pays, et il ne connaissait même pas le nom de Magdalena Robles. J'ai eu envie de lui dire que, mais aussi, moi aussi, j'étais pas mal dans mon genre. Le méchant dictateur africain, venu chercher des armes et recruter des mercenaires. Elle aurait appelé au secours, finalement. On est toujours l'artiste de quelqu'un sur cette terre. Je dois cependant avouer qu'il m'est souvent arrivé depuis lors de penser à la nudité, chargée d'une violence complètement affolante de cette inconnue, Magdalena Robles. La conversation avait excité ma curiosité et dès ma sortie de l'atelier, j'ai acheté Os Espectaculos pour en savoir plus sur l'homme debout à sa fenêtre. Os Espectaculos est le plus célèbre journal littéraire de là-bas. Romans, poésie, théâtre. On y parle de toutes ces choses qui te font vibrer. Si tu comprenais le portugais, tu aurais adoré. L'homme en question regardait la jeune femme, Magdalena, pendant plus d'1 heure. Il ne se passait rien d'autre. Comme dans toutes leurs pièces d'avant-garde, que tout le monde est censé trouver sublimes, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle ne savait pas que quelqu'un l'observait en silence. Elle venait de se séparer de son mari et s'apprêtait à se tirer une balle dans la tête. J'aurais pu aller la voir jouer ce même vendredi. Je ne rentrais à Marennes que le lendemain. Mais d'instinct, je m'y suis refusé. L'image de Magdalena, c'était comme une brève apparition au milieu de l'éclair. Sur la scène, j'aurais seulement vu un corps de femme, de la chair un peu triste. J'aurais appauvri ma mémoire, et mon cœur ne battrait pas si fort chaque fois que je repense à Magdalena Robles. À son retour de ce voyage raté en Amérique latine, il se rendit dans la petite maison. En recevant le tableau qu'il lui en avait rapporté, Mumbi le remercia sans chaleur. Elle le déposa, à vrai dire, elle le jeta presque, dans un coin de l'atelier. Il en fallut plus pour vexer Nikiema. S'il avait été quelqu'un de susceptible, il ne serait arrivé à rien en politique. En plus, il se sentait d'humeur plutôt taquine ce jour-là. Question d'agacer un peu plus Mumbi, il lui répéta les explications de sa lointaine consoeur de Salvador de Bahia. C'est magnifique, n'est-ce pas? La petite fille sur la toile est en train de risquer sa vie dans une noble quête du beau. Ça veut dire que vous, les artistes, vous êtes au service de l'absolu. Son visage resta fermé. Elle lui parut à la fois irritée et amusée. Elle dit sèchement. Ce n'est pas vrai. Ce sont des histoires à la con, ça. Aussi, insista Nikiema, en s'animant brusquement. L'artiste détruit sa vie pour donner aux autres un peu de bonheur. Vous êtes générosité et partage. C'est vous qui le dites toujours, non? Il faudrait savoir. N'est-ce pas? Fit Mumbi avec mépris. Leurs regards se croisèrent alors. Elle venait, une fois de plus, de le renvoyer à lui-même. Quand elle éclata en sanglots, il comprit. Il comprit tout d'un seul coup. Et une terreur sans nom s'empara de lui.